Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, guerre commerciale saison 2. Avant une saison 2, il y a une saison 1. Et comme dans les bonnes séries américaines, il faut nous rappeler ce qui s'est passé pour la saison 1. Eh oui, mais moi qui ne suis pas fan des séries télé, je suis servi avec Trump, puisqu'en général on prend pour 8 ans. Alors dans la saison 1, effectivement, Trump a commencé en février 2018, il y a un peu plus d'un an, en balançant ses premiers tweets où il menaçait effectivement d'augmenter les taxes des importations chinoises. Les négociations n'ont pas abouti pendant toute l'année de 2018 et ça a été assez catastrophique sur les marchés financiers puisque en fin d'année, les marchés financiers ont beaucoup chuté. Il y a une grosse tempête au 4e trimestre et particulièrement en décembre. Et ça a fini par changer un petit peu le climat parce que Trump, qui est très sensible au niveau des actions aux États-Unis, à Wall Street, il regarde beaucoup ça, en décembre, avant le bascule en 2019, il a commencé à envoyer des tweets de nature très différente en disant qu'il allait recommencer une négociation, entamer de nouveau une négociation avec la Chine et il y croyait beaucoup. Ce qui a calmé le jeu. Ça a calmé le jeu pendant un peu plus de 3 mois. Donc le marché y a beaucoup cru. Trump nous a beaucoup aidé en fait avec tous les tweets qu'il a envoyés pendant 3 mois. Jusqu'au 5 mai, où il a envoyé une tweet, il a pris tout le monde à contre-pied. C'est la fameuse stratégie du fou. Il est toujours là où on ne l'attend pas. Et donc, il a dit qu'il menaçait de nouveau en fait, d'augmenter les taxes, celles qui étaient à 10% de les passer à 25%. Et les 300 milliards d'importations chinoises qui n'étaient pas encore taxées passeraient, elles aussi, à 25%. Et donc, c'est ça le début de cette saison 2, avec un nouveau personnage aussi qui fait son entrée. Bien sûr que dans toute saison, il faut qu'il y ait quand même des nouveautés. Là, le nouvel acteur, c'est Huawei, donc le géant des télécoms chinois, qui pèse 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui vend 200 millions de téléphones par an. C'est quand même un mastodonte. Huawei, effectivement, sous les feux de la rampe parce qu'ils sont accusés d'espionnage par l'administration américaine. Alors, Wall Street danse un peu d'un pied sur l'autre, c'est pas trop comment le prendre, est-ce que c'est du Trump ou pas, mais ça a tendance à s'envenimer, les Chinois rétorquent, la tension monte, on est dans une guerre froide technologique. Oui, effectivement, ça a un petit peu changé de nature parce que là, il ne s'agit pas simplement de vouloir rééquilibrer les échanges commerciaux entre les États-Unis et la Chine, qui sont le déficit est colossal. Et d'après Trump, il l'avait répété dans sa campagne. De ce point de vue-là, les Chinois volent des milliers, des millions d'emplois aux États-Unis. Maintenant, il s'agit aussi de préserver en fait la souveraineté américaine sur le plan technologique. Et vous savez que Huawei est le leader en matière de nouvelles technologies dans la 5G, et qui est vraiment la technologie de demain qu'il faut absolument maîtriser. Et qu'il n'y a pas d'équipementier américain. Après, il y a Nokia et Ericsson, mais donc voilà, il y a 3 gros équipementiers de 5G. Qui est-ce qui a le plus la pression, la Chine ou les États-Unis? Alors aujourd'hui, c'est clairement la Chine. Trump, il est dans une situation de force, une position de force. L'économie américaine va plutôt bien. La croissance qu'ils ont publiée au premier trimestre était bonne, 3,5% de croissance en rythme annualisé. On s'attend à ce qu'elle soit proche de 3% sur l'ensemble de l'année. Le chômage est au plus bas depuis 50 ans. Et pourtant, il joue gros, justement. Et pourtant, il joue gros, effectivement, parce qu'il a beaucoup promis, en fait, sur cette affaire. Depuis 2 ans, il n'a pas caché son jeu. Depuis la primaire, il dit que le problème des États-Unis, c'est la Chine. C'est pas la Russie, c'est la Chine. Et donc, il a mené cette bataille comme il l'avait dit. Et là, il va falloir effectivement qu'il montre que grâce à sa bataille, grâce à sa guerre commerciale, il a réussi à ramener des millions d'emplois. Sans que ça mette l'économie américaine en danger, que les prix à la consommation remontent, que l'inflation revienne, que les taux repartent à la hausse, ce qui gripperait cette belle histoire économique. Oui, effectivement. C'est ça qui est un petit peu dangereux. Alors pour l'instant, on ne le voit pas dans les chiffres économiques américains. Ça vient de commencer. Ça pourrait finir par arriver, que les taxes aient un impact sur les prix à l'importation, que ça fasse remonter l'inflation et que ça grippe complètement la machine. Mais malgré tout, vous dites que c'est la Chine qui a le plus à perdre. Oui, parce que c'est quand même la Chine qui exporte des centaines de milliards vers les États-Unis. Si ces exportations s'arrêtaient du jour au lendemain, ça aurait un impact quand même important sur l'économie chinoise. Comment est-ce que vous voyez évoluer ce bras de fer ?
Alors, je pense que Trump exploite au maximum sa situation qui lui est plutôt favorable. Il y a un autre élément aussi, c'est qu'en termes de popularité, elle est assez bonne, hein, la popularité de Trump. Il est entre 40 et 45% de code de popularité, ce qui est quand même assez bon lorsqu'on est Un au président milieu en exercice, oui. de mandat. Donc il va essayer d'exploiter ça encore quelques temps, quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais il a quand même une élection qui va arriver, c'est l'année prochaine, c'est en novembre 2020, mais ça se prépare. Et il ne peut pas se permettre que l'économie américaine entre en récession quelques mois avant, parce que ce sera trop tard pour la relancer. Il va falloir qu'au plus tard, je pense, à l'automne, il ait trouvé un deal et on sur le ce sait, c'est dossier-là. un deal maker. En un Tout à mot, fait. les conséquences sur les marchés financiers, quelles sont-elles? Quel scénario vous envisagez? Alors, les conséquences, c'est que Trump fait tout pour brouiller les pistes. C'est sa stratégie de négociation. Et effectivement, même sur les marchés financiers, on a du mal à lire complètement la stratégie de Trump. Et c'est en tant que stratège qu'il fait ça, pour mieux négocier, pour obtenir des meilleurs résultats. Tant qu'il sera en négociation, les marchés financiers resteront tendus, volatiles. Mais je pense qu'à l'issue, si effectivement il trouve un deal, que ce soit le 28 juin lors du G20 ou d'ici cet automne, les marchés financiers devraient repartir à la hausse parce que ça devrait restaurer la confiance sur les marchés. Et il n'y a pas de raison parce que l'économie mondiale est plutôt en phase de repartir. Bon, bah écoutez, on va suivre cette saison avec intérêt. Merci, Benjamin, de nous avoir planté le décor. À bientôt. À bientôt.